Aujourd'hui, chères croque-lectrices et croque-lecteurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai enfin réussi à me débarrasser de tous les chroniqueurs pour cette émission, ce qui est entre nous un bon début. Ça va relever le niveau, croyez-moi. Nous allons donc passer une émission seulement entre vous et moi. Quelle euphorie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, une simple question. Qui seront les intervieweurs et les interviewés? Maintenant, place au générique. Au sommaire cette semaine, pour ne pas vous épargner plus longtemps nos talentueux, enfin ça reste à voir, chroniqueurs, vous aurez le droit à 3 interviews d'autrices bourrées de talent. Dans un premier temps, nous verrons donc Pascal Perrier, suivi de Dorothée Piatek. Enfin, nous conclurons par une interview de Christine Ferré-Fleury. En ce qui concerne les intervieweurs, je vous laisse le plaisir, ou pas, de les voir à l'écran. Mais commençons d'emblée avec Pascal Perrier, une interview signée Paul. Pouvez-vous nous parler de votre roman Vol 508, à la vie et à la mort, tiré d'une histoire vraie? Vol 508, tiré d'une histoire vraie, oui, à la vie et à la mort. J'ai eu envie d'écrire sur cette histoire parce qu'elle m'a toujours un peu fascinée. J'en avais entendu parler quand j'étais adolescente dans un cours d'allemand au lycée. On avait étudié un passage, une interview de cette jeune fille qui racontait comment elle avait survécu. Et j'avais toujours trouvé ça un peu magique et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour survivre comme ça une dizaine de jours dans une forêt qu'on ne connaît pas et dont on peut vraiment facilement avoir peur, après avoir survécu à un crash d'avion évidemment. Donc voilà, c'était la question de départ et le fil s'est déroulé comme ça. Vous avez écrit En chemin de liberté, rencontre avec Martin Luther. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage? Alors, on a réfléchi avec l'éditeur à un personnage qui pouvait être intéressant au moment de la Renaissance. Et Martin Luther est arrivé très vite parce que c'est vrai qu'il a donné un nouveau tournant à la Renaissance. Et ce qui m'intéressait, c'était d'écrire pas forcément le trajet ou le parcours de Martin Luther, mais vraiment tout l'entourage aussi, tout ce qui se passait à ce moment-là, tous les bouleversements de la Renaissance. Et l'éveil spirituel, l'éveil intellectuel de tous les gens de cette époque-là. Donc c'est vraiment, et puis artistique, dans plein de domaines. Et Martin Luther cristallise tous ces changements-là, tous ces bouleversements de cette époque. Donc moi, voilà, ça m'a bien intéressé. Tu l'as lu ce livre? Non, pas encore. Vous allez le lire bientôt, c'est ça? Ces romans nécessitent de nombreuses recherches documentaires. Comment vous y prenez-vous? Alors tu vois, mon bureau est plus grand que ça. Et il est rempli de documents, rempli de livres que je lis, pour lesquels je prends des notes. Je fais plein de recherches aussi sur Internet, en me méfiant pas mal de ce que je trouve sur Internet, parce que quelquefois, on trouve des âneries qui sont répétées de site en site. Et puis, ça, c'est avant de commencer à écrire la première ligne, avant même de savoir quel point de vue je vais choisir pour le livre, quand c'est des livres historiques. Et puis après, une fois que j'ai bien enregistré, une fois que j'ai bien assimilé toutes ces recherches, tout ce contexte historique, alors je me dis, bon, tout ça c'est très bien, mais comment est-ce qu'on va raconter l'histoire? Et c'est là que mon vrai travail commence. Donc finalement, tout le travail documentaire, c'est finalement une préparation. Nous parlez de Sous protection qui sortira en 2018. Sous protection. Comment est-ce que je vais vous en parler? Sous protection... Alors attends, le livre n'est pas encore sorti. C'est super difficile de parler d'un livre qui n'est pas encore sorti. Sous protection, c'est l'histoire d'une fille qui ne sait pas qui elle est. Parce que elle change de nom très souvent. Pourquoi est-ce qu'elle change de nom? Elle ne sait pas vraiment. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il faut qu'elle fasse attention. C'est ça que sa mère lui a dit depuis des années et des années, qu'elle doit faire attention. Et qu'il y a des gens qui sont à sa poursuite. Et elle pense qu'elle est sous le régime de la protection des témoins. Mais elle, de quoi elle a été témoin exactement? C'est justement ce qu'on va découvrir. Et pourquoi elle doit être protégée comme ça? De quoi elle doit se protéger? C'est ce qu'on va découvrir. Et j'aime bien la couverture. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer encore. Je l'ai pas non, je l'ai pas là. Mais voilà. Donc j'ai hâte que le livre arrive. Il y en a plein d'autres qui arrivent en 2018 aussi. Et j'ai hâte. Avez-vous d'autres projets avec Sylvie Bossier? Alors avec Sylvie Bossier, oui, il y a un projet qui doit sortir au mois de mars. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire en avant-première. Allez, on va dire que oui.
Il va s'appeler Le vieux monde est derrière toi. Et c'est une histoire qui se passe dans les années 60 et même plus vers 68. Et je crois que j'ai vraiment pas le droit de vous en dire plus, mais il va être bien. Vous voyez, je vous l'avais dit que cette émission allait relever le niveau. Je vous propose, même si vous n'avez pas vraiment le choix, de poursuivre avec l'interview de Dorothée Piatek, tournée au Salon du Livre d'Histoire de Versailles par Yanis. Bonjour Dorothée Piatek, pouvez-vous nous présenter votre dernier roman, La Demoiselle de Wellington ? Bonjour. Alors, La Demoiselle de Wellington, c'est une histoire vraie qui se passe à Arras. Il faut savoir que sous cette ville d'Arras, en 1916, les tunneliers néo-zélandais sont venus construire 19 km de tunnels et que dans ces tunnels, ils ont préparé un hôpital pouvant contenir 700 places, des chambres, des cuisines, des latrines, des bureaux pour les officiers, et qu'on a caché à cet endroit 24 000 soldats britanniques pendant plusieurs jours avant un assaut qui était un assaut unique au monde, où les 24 000 hommes ont débarqué d'un seul coup sous le No Man's Land pour surprendre les Allemands en avril 1917. Alors dans ce livre, en fait, je raconte l'histoire d'un de ces soldats qui a vécu dans cette carrière. Et ce soldat était amoureux d'une femme qui s'appelle Jenny. Et le visage de Jenny qu'on voit sur la couverture du livre existe réellement dans cette carrière. Il a été dessiné par un soldat et on peut le voir encore aujourd'hui en allant visiter la carrière qui se trouve au cœur d'Arras. Comment avez-vous découvert cette histoire ? Celle de la ville souterraine sous Arras. J'ai découvert cette histoire tout à fait par hasard en entendant un jour un journaliste à la radio qui parlait simplement d'un endroit très particulier qui existait à Arras et qu'on pouvait visiter, qu'il y avait une carrière. Et ça s'était arrêté là. Et j'avais noté ça sur un petit papier que j'avais gardé dans un des tiroirs de mon bureau. Et un jour, je suis retombée dessus et je me suis dit, il faut que je me renseigne. Et en me renseignant, je me suis aperçue qu'il n'existait aucun livre qui racontait le quotidien de ces soldats dans cette carrière. Et du coup, j'ai eu envie d'en faire un livre. Et du coup, ça m'a poussé, ça m'a conduit à faire des recherches pendant plusieurs années pour obtenir toutes les informations qu'il me fallait pour faire ce livre. Quelles recherches documentaires avez-vous effectuées ? J'ai réalisé des recherches documentaires au niveau de certains dossiers de l'armée britannique, puisque quand la carrière a été fermée en 1918, les Britanniques sont repartis avec tous les documents qui existaient, donc il n'y avait plus de traces. Et j'ai travaillé également avec le souvenir de certaines personnes qui avaient vu passer des soldats à l'époque. Donc j'ai trouvé ça dans des journaux intimes, dans des carnets de soldats aussi beaucoup. Et j'ai travaillé sur l'œil bienfaisant et l'œil aussi expert de l'archéologue de la ville d'Arras qui s'appelle Alain Jacques. C'est d'ailleurs ce monsieur qui a redécouvert la carrière. Et donc il m'a guidée quand je me posais des questions, quand j'avais des éléments manquants. On a travaillé un peu ensemble pour aboutir dans ce livre. Selon vous, qu'apportent les illustrations de Jérémy Monchot à votre histoire ? Alors Jérémy Monchot, c'est un artiste qui a un talent incroyable et dont j'aime beaucoup l'œuvre. Et je pense que ses dessins amènent une âme supplémentaire. C'est un artiste qui travaille beaucoup les dessins, les peintures des anciennes usines, des maisons du Nord, des mineurs, etc. Et je trouve que ça se ressent dans son dessin. Comme ça se passe dans le nord de la France, pour moi c'était impeccable. Avez-vous d'autres livres qui paraîtront bientôt ? Pouvez-vous nous en parler ? Alors j'ai des livres qui vont ressortir, des albums jeunesse qui ressortent début 2018. Je travaille aussi sur un très gros roman qui va encore me prendre un petit peu de temps. Et j'ai des histoires qui sont en cours d'écriture. Je ne sais pas quand elles sortiront, certainement début 2019. Et oui, nous sommes déjà à 2 interviews. Le temps passe vite quand la qualité est présente. Maintenant, que dites-vous d'une interview de Christine Ferré-Fleury ? C'est Flavien qui s'en est chargé. Bonjour, Christine Ferré-Fleury. Pouvez-vous présenter votre dernier roman Memory ? Bonjour, oui bien sûr. Mon dernier roman, Memory, est une dystopie, c'est-à-dire que ce roman se passe dans un avenir
post-apocalyptique. Le monde tel que nous le connaissons a en grande partie disparu. La Terre a été balayée par des tempêtes qui ont causé des ravages. Et l'héroïne de mon livre, qui s'appelle Mem, au début, on l'appelle simplement Mem, a grandi dans un monde où les livres ont été bannis. Il n'y a plus de livres, les livres sont interdits, penser par soi-même est interdit, et la vie se résume en fait à la vie concrète, à la vie matérielle. Et en fait, à la suite de la mort de son frère, Mem va se retrouver seule, et elle va découvrir un objet qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est un livre. Et c'est à travers ce livre qu'elle va, en quelque sorte, reconquérir son identité et la mémoire de ses ancêtres. Comment avez-vous travaillé avec Charlotte Bousquet pour la publication de ce roman chez Lynx? J'ai présenté ce projet à Charlotte il y a environ 1 an. Il y avait 30 pages écrites. Elle a beaucoup aimé tout de suite le thème et l'ambiance du roman. Et en fait, elle m'a laissé travailler seule jusqu'à la fin de l'écriture. Ensuite, elle a lu le texte, elle m'a fait quelques remarques. On a retravaillé un petit peu ensemble. Ça a duré, disons, une quinzaine de jours. Et ensuite, voilà, on était d'accord sur l'essentiel. Mais c'était un échange très, très enrichissant et c'est toujours bien d'avoir un lecteur qui a une vision professionnelle sur un texte. En début d'année, vous avez écrit Candidate chez Hachette. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'écriture d'un roman sur le pouvoir et les partis politiques ? Principalement le fait que je voyais peu d'œuvres pour la jeunesse consacrées au monde politique et j'ai eu envie, comme on était aussi assez près d'une échéance électorale, de faire découvrir aux grands adolescents certains aspects du monde politique. Après, en cours d'écriture, disons, c'est devenu un peu un thriller puisqu'il y a un secret de famille qui se cache aussi dans le roman. Donc ce n'est pas seulement un roman sur le monde politique et il ne prétend pas surtout donner une image exacte du monde politique. C'est avant tout l'histoire d'une héroïne qui se retrouve plongée dans le grand bain de la politique. Vous avez publié plusieurs romans dans la collection Mon Histoire chez Gallimard. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'écriture d'un journal intime ? En fait, le principe même de la collection Mon Histoire, c'est que ce sont toujours des journaux intimes. Donc au début, c'était une contrainte. Je devais absolument écrire un journal intime. C'était un contrat avec l'éditeur, en fait. Mais j'ai découvert, justement, en pratiquant ce genre que je n'avais jamais pratiqué, que ça offrait une grande liberté à l'écrivain parce qu'on est vraiment à l'intérieur de son personnage. Donc on dit « je ». On peut aussi s'interrompre à un certain moment, reprendre 3 jours plus tard dans la chronologie, puisqu'un journal intime, c'est quelque chose qui permet une grande liberté littéraire. Donc petit à petit, j'ai vraiment pris goût à cet exercice. Pouvez-vous nous parler de vos projets pour 2018 ? Alors en 2018, il y aura donc 2 romans pour les adolescents qui vont sortir. L'un d'eux est un Mon Histoire, ce sera mon 6e Mon Histoire. C'est l'histoire de Marie Moncini qui a été le premier amour du roi Louis XIV, donc du roi Soleil. Quant à l'autre, son titre n'est pas encore définitif, donc je ne peux pas le donner, mais il sortira au mois de mai aux éditions Gulfstream. Et il y aura aussi peut-être en fin d'année un roman adulte. Et oui mes amis, l'émission est sur le point de se clore, mais parfaisons ce tournage par une petite conclusion. Des autrices passionnantes, des interviews alléchantes, des chroniqueurs rarement présents, nous pouvons dire que cette émission est une totale réussite. Sur ce, je vous dis à la prochaine mes croque-lecteurs. Of midnight, my all fear is love.